Faire le point précisément sur les dernières informations dont on dispose à cette heure. On vient d'en évoquer quelques-unes, mais on va vous retracer le fil de ces dernières heures avec vous, Laura Roudot. Bonjour Laura. 4 arrestations donc parmi les assaillants, et ce n'est pas tout, hein. Des complices aussi manifestement auraient été retrouvés déjà par l'UFSB. Effectivement, sur les 11 personnes arrêtées, 4 seraient des assaillants présumés qui auraient donc participé à l'attaque hier dans la salle de concert. Ils ont été interpellés dans la région de Briansk, à la frontière avec la Biélorussie et l'Ukraine, non loin, donc vous le voyez, hein, du territoire ukrainien, mais à distance de la capitale Moscou, à 385 km de la capitale russe, qui a laissé le temps aux assaillants de fuir, de prendre la route toute la nuit. Ils ont été retrouvés par les autorités russes donc dans la région de Briansk, à bord de cette voiture, une Renault blanche. Cette même voiture avait été aperçue hier soir aux abords de la salle de concert, hein, vous le voyez. Et aujourd'hui, même voiture dans une autre localité, à Briansk, donc près de la frontière ukrainienne. On peut le voir, hein, sur la carrosserie, des impacts de balles, car des tirs ont été échangés entre les assaillants et les autorités russes, qui rapportent que les assaillants n'auraient pas souhaité s'arrêter à un passage. Résultat, la voiture a été abîmée, les assaillants arrêtés. Dans la matinée, le ministère de l'Intérieur russe a aussi fourni les photos de ces passeports, ceux des terroristes présumés. Ils seraient âgés de 21, alors si ça veut bien arriver, de 21. Voilà, on va aller voir ces photos. Voilà, les photos qui sont juste arrivées. Ils seraient âgés, ces assaillants, de 21, 29, 37 et 51 ans. Ils seraient originaires du Tadjikistan. Les autorités du Tadjikistan qui coopèrent actuellement avec les autorités russes, même si elles avaient affirmé plus tôt qu'elles n'avaient aucun lien avec l'attaque. Et ce pays d'Asie centrale qui se situe au nord du Pakistan et de l'Afghanistan, il y a dans ce pays des soldats de l'État islamique qui opèrent donc dans cette région. De nouvelles réactions, en effet, il y a quelques minutes. Alors d'abord, du côté de la présidence, avec Podolyak, le conseiller de Volodymyr Zelensky, qui s'exprime en disant il n'y a pas de lien entre les assaillants responsables de l'attaque à Moscou et l'Ukraine. Dans un long message, il fait point par point pourquoi, eh bien, selon lui, il n'y a pas ce lien avéré. Et puis, il y a aussi le message du renseignement militaire ukrainien, le GUR, qui lui dit en substance exactement la même chose. L'Ukraine n'a rien à voir avec ces assaillants et c'est bien Moscou qui tente de faire porter le chapeau à l'Ukraine. Alors, vous le savez, ça va aussi dans le sens des déclarations qu'il y a eu hier soir ici à Kiev en disant, eh bien, c'est peut-être un coup monté de la part de Moscou pour durcir les frappes, les attaques contre l'Ukraine et pouvoir justifier une mobilisation totale. Voilà ce qu'on pense en tout cas du côté officiel en Ukraine et donc eh bien évidemment tout le monde qui regarde attentivement de savoir les nouveaux éléments et les nouvelles déclarations qui arriveront peut-être du côté de la Russie. Oui, merci beaucoup Charline. Alors on rappelle ces derniers éléments. Voiture qui aurait été en route vers l'Ukraine, arrêtée près de Briansk, Magali, le FSB qui le dit à l'instant, ces assaillants auraient eu des contacts en Ukraine. Il y a cette intention très, très claire aujourd'hui de lier cette affaire avec ce qui se passe de l'autre côté de la frontière. L'intention, on la sent, mais il est certain que la revendication de l'État islamique au Khorasan, elle est crédible. Elle est très crédible. C'est un groupe terroriste qui menace, qui a fait des attentats, un attentat par exemple en janvier contre l'Iran, qui a tenté aussi d'attaquer, qui a attaqué l'ambassade russe à Kaboul en 2022. Il y a eu des opérations du FSB ces derniers temps dans le sud du pays pour essayer justement de détruire ces cellules dormantes. Donc il y a une menace de l'État islamique. En effet, les services occidentaux avaient prévenu les Russes de ce risque d'attentat, notamment les Américains, début mars, et associé directement l'idée qu'une salle de concert pouvait être frappée. Donc cette menace, elle existait. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a un Vladimir Poutine qui vient de se faire réélire et qui se retrouve frappé en plein cœur avec cet attentat qui met à mal tout son discours sur la stabilité de la Russie. Donc, ce qui va être intéressant dans les prochaines heures, c'est de voir comment
Vladimir Poutine, le Kremlin, qui est mis à mal, qui est mis en difficulté évidemment par cet attentat, qui a un retentissement énorme et qui choque tous les moscovites, va pouvoir renverser l'accusation pour le mettre à son profit et accuser aujourd'hui l'Ukraine. Et c'est vrai qu'on sent ces dernières heures cette volonté du Kremlin d'expliquer que les terroristes aller trouver refuge de l'autre côté de la frontière ukrainienne. On sent bien, là, une déclaration ce matin de la porte-parole du ministère des Affaires étrangères qui dit de toute manière l'Ukraine est un foyer de terroristes et vous voyez bien que les terroristes allaient s'y réfugier. Donc il va y avoir une volonté de reprendre en main finalement le narratif pour essayer d'expliquer et de donner une explication aux Russes qui sont encore une fois extrêmement choqués de ce qui vient de se passer. Ça faisait quand même des années que Moscou n'avait pas connu un attentat d'une telle ampleur. En fait, le narratif derrière tout ça, c'est de créer, artificiellement ou non, de la part des Russes, une forme de convergence des luttes qui existerait entre ces islamistes et ceux qu'ils appellent les terroristes ukrainiens, puisque c'est ce qu'on entend depuis le début de cette guerre. Louis Duclos. Ouais, moi, vraiment, le lien avec l'Ukraine, je trouve qu'il est vraiment très faible, parce qu'au final, ils disent juste que oui, ils étaient vers Briansk, qui est à 200 km de la frontière ukrainienne. Je trouve que déjà, c'est pas, le lien de causalité est très faible. Briansk, c'est aussi proche de la frontière biélorusse. Donc bon, il y a aussi ça. Ils disent aussi qu'ils avaient des contacts avec des Ukrainiens. C'est le FSB qui le dit. C'est le FSB qui le dit. Il y a ce qui est dit, il y a ce qui est vrai. Pour l'instant, c'est très flou. On est que le lendemain. Pour autant, je ne suis pas convaincu non plus que les Ukrainiens aient forcément envie d'avoir des terroristes qui rentrent dans leur pays, des gens qui soient capables d'assassiner autant de personnes de sang-froid. On n'a pas dit que c'était vrai. On dit que ce sont aujourd'hui c'est évidemment les données qui sont données par les Russes. Aussi une théorie de complot. L'Ukraine n'a strictement, évidemment, rien à voir dans cet attentat islamiste. Attendez, c'est pas une théorie du complot. Ce sont aujourd'hui des éléments que délivrent les Russes. Il y a des Russes au compte-gouttes. Il y a des Russes qui disent n'importe quoi, comme il y a des Ukrainiens qui disent n'importe quoi. On parle les du Ukrainiens FSB. n'ont rien à voir avec. Non mais on regarde ce qui est en train de se mettre en place du côté russe, Renaud Girard. C'est plus facile de fuir Moscou vers l'ouest, parce que la frontière est plus proche, pour passer par exemple en Biélorussie, en Ukraine, et essayer de se cacher là-bas, à la faveur du conflit, bien que ça ne serait pas très intelligent, parce que sur le front, il y a quand même beaucoup de forces spéciales, de forces de renseignement, etc. D'autant qu'ils sont dans la même voiture. Voilà. Que lorsqu'ils ont quitté Moscou, on le rappelle, cette fameuse cette voiture qui a été photographiée, etc. Ouais, je pense que ça ne m'étonnerait pas qu'au final cet attentat soit instrumentalisé par Poutine pour accentuer les efforts et la pression mise sur l'Ukraine. Pour moi, il n'y a aucun lien avec l'Ukraine pour le moment, mais malgré tout, déjà ils en parlent énormément. Tous les blogueurs militaires russes sur Telegram aussi ont tout de suite accusé l'Ukraine, ce qui n'était pas étonnant au début, mais là maintenant on voit bien que... Et plus que les blogueurs, Dmitri Medvedev, en tout cas il a dit si c'est l'Ukraine, on ira tuer tous vos dirigeants. Les doigts se sont pointés très vite vers Kiev. Medvedev, il a tendance à vouloir tuer tout le monde très vite. Oui, mais il est vice-président du Conseil de sécurité. Il est vice-président du Conseil de sécurité, mais ses paroles sont toujours à prendre avec une certaine distance, parce qu'au final il est tellement dans l'excès, dans les superlatifs constamment que... ça veut pas dire grand-chose. Mais forcément que Poutine va devoir réagir. Ça ne va pas juste être d'arrêter du coup, les auteurs des faits, mais ça va être de frapper plus fort, plus loin. Est-ce que vraiment... Sur l'Ukraine moi, ça ne m'étonnerait pas que ce soit sur l'Ukraine, ouais. Donc les auteurs de l'attaque sont tadjiks et c'est l'Ukraine au final qui prend la riposte. Oui, deux choses. La première, c'est qu'effectivement... Alors d'abord, Kiev n'aurait aucun intérêt à mener ou à faire mener ce genre de choses. Donc moi, je l'évacue complètement. Oui. Je dirais que Poutine non plus n'avait pas intérêt à monter ce genre de choses. C'est en tout cas mon approche. Par contre, qu'il se serve de cette situation pour augmenter la répression, travailler sur le contre-espionnage et notamment vis-à-vis de l'Ukraine, ça me paraît évident. Le dernier Il n'a pas intérêt, mais enfin quand même le calendrier, le timing, comme on dit en anglais, une semaine après sa réélection. Pour vous, c'est fortuit ? Mais oui. Oui, je pense. Oui. Pour revenir à la menace, et plus spécifiquement à la menace qui semble peser sur les Jeux Olympiques, dans 4 mois, on le rappelle, à Paris, on trouve toujours des hommes qui, soit pour une somme d'argent, soit pour leur cause, celle qu'ils estiment être la leur, sont prêts à commettre des actes terroristes, des actes criminels. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que ces Jeux Olympiques, notamment cette cérémonie d'ouverture, peut être sécurisée correctement ?
Alors, sécuriser correctement, je ne sais pas qui oserait dire aujourd'hui sur un plateau de télévision que la cérémonie est totalement sécurisée. C'est un risque que moi, je ne prendrai pas, surtout quand on se fait voler les plans liés à la sécurité. Mais nous avons la chance en France d'avoir quand même d'excellents services de renseignement, que ce soit au niveau de l'intérieur de la DGSI que de l'extérieur avec la DGSE. Et c'est ce qui fait que nous évitons, enfin la France évite environ tous les 1 mois et demi un projet d'attentat. Enfin, il y a des motifs d'inquiétude quand même, plus de 200 000 personnes aux abords de la Seine, une sécurisation qui sera pour le moins compliquée. Les services de renseignement travaillent et continuent à travailler là-dessus. On sait qu'il y a 5000 personnes qui sont identifiées comme islamistes radicales, qui peuvent potentiellement passer à l'acte. Et parmi ces 5000 personnes, il y en a 800 qui sont surveillés quotidiennement, soit par la sous-direction antiterroriste, soit par la DGSI. Ça ne veut pas dire qu'on a tout le monde dans le viseur. Ça veut dire qu'en tout cas, on repère leurs échanges téléphoniques, on repère leur organisation. Et ces personnes-là sont suivies, malheureusement. Avec les limites qu'on connaît. Et à Arras, c'était le cas. Exactement, comme à Arras. Où c'est un jeune d'une famille ingouche. Il est venu d'Ingouchi. D'ailleurs, le père a été renvoyé. C'est là qu'on voit que la coopération fonctionne quand même, parce que les fameuses OQTF qui ne sont pas exécutées parce qu'il faut que le pays accepte de recevoir, le père de famille a été expulsé. Et donc ça, c'est pour le professeur Dominique Bernard. Et puis Samuel Paty, c'était une famille aussi de réfugiés tchétchènes, ce qui pose aussi la question de à qui accordons-nous le droit d'asile, sachant par exemple que de pays comme celui-là, une Tchétchénie, ce sont évidemment des islamistes qui demandent à quitter le pays et à venir s'installer chez nous. Avec un risque qui a été sans doute, parce que en ce qui concerne ce jeune Ingouche, il était repéré, suivi, communication téléphonique qui était effectivement écoutée. Et finalement, le passage à l'acte, impossible de le prévenir. Et qui a fait allégeance à l'État islamique ensuite. Donc il y a aussi ce processus de revendication derrière et de rattachement à une organisation internationale. Et puis ces 5 dernières années, vous en avez quand même pas loin de 400 qui sont sortis de prison française, dont 80% sont suivis autant que faire se peut. Mais est-ce que dans un tel contexte, il est raisonnable de maintenir cette inauguration telle qu'elle a été Alors il faut conçue aussi ne pas arrêter de vivre, parce que arrêter de vivre, arrêter de faire cette très belle fête de fraternité que sont les Jeux Olympiques, ce sera en fait céder aux terroristes, c'est-à-dire leur faire plaisir, parce que ce que le terroriste, c'est pour intimider les gouvernements et intimider les populations. Et donc, moi, je suis contre annuler cette célébration des Jeux Olympiques. Évidemment qu'il faut prendre des précautions. Et évidemment, comme le disait Arlette, qu'il faut arrêter d'être naïf dans les gens qu'on accepte comme des réfugiés au nom de l'asile politique. Enfin, en ce qui concerne les Jeux Olympiques, il est trop tard. Ces personnes sont déjà sur le sol. Non, mais il y a peut-être des gens qui vont venir en disant c'est pas parce que vous êtes persécutés politiquement que ça suffit pour venir en France. Il faut aussi partager les valeurs de la République française. Et d'ailleurs, le droit d'asile a été fait par les révolutionnaires à la fin du XVIIIe siècle. Pour cela, ceux qui étaient persécutés pour combattre en faveur de la liberté, de l'égalité, de la fraternité, pouvaient venir sur le sol de la République française. Et il faut être extrêmement... D'autant que la menace ne vient pas que de personnes venues de l'étranger. Un jeune de 14 ans a été arrêté cette semaine à Lille. Il projetait une attaque terroriste. Cette semaine à Lille, effectivement, un jeune homme de 14 ans qui a été mis en examen, placé sous contrôle judiciaire parce qu'il partageait du matériel de propagande islamiste et parce qu'il avait dans son ordinateur des plans d'un centre commercial. Du coup, maintenant, le parquet antiterroriste se demande quel était l'état d'avancement de ce projet, mais 14 ans, effectivement, avec ce possible passage à l'acte un jour. Pour revenir sur la cérémonie d'ouverture, peut-être, il faut savoir qu'on a baissé les jauges, qu'on réfléchit, en tout cas au niveau de la préfecture de police de Paris, depuis des mois à cette cérémonie d'ouverture. C'est vrai que la Seine, c'est un milieu ouvert, il y a des points hauts, la police s'adapte à ce que lui demandent là, en l'occurrence, ceux qui ont conçu la cérémonie. C'est là que c'est compliqué aussi. Oui, de toute façon, sécuriser 200 000 personnes en pleine rue, c'est impossible. Enfin, je vois pas quel pays est capable de faire ça. Donc forcément, il y a des risques. Pour autant, les services travaillent en amont et j'ai une grande confiance en leur capacité.
Après, ça ne veut pas dire que déjà, je suis d'accord, il ne faut pas s'empêcher de vivre. On a eu l'Euro, on a accueilli l'Euro 2016 qui s'est très bien passé. Il y avait des centaines de milliers de personnes dans les rues aussi. Pareil pour les Coupes du Monde, c'est pas pour autant qu'il y ait des attentats à chaque fois. On doit marquer une pause, mais on se retrouve dans un instant. On vous montrera